le cadre de ce dialogue aura pour thème « Entre schéma directeur et spécificités locales, quels aménagements pour les gares du Grand Paris ?» Une des intervenantes nous a fait remarquer qu'elle préfère les termes référentiel ou guide d'aménagement à celui de schéma directeur, et nous verrons pourquoi lors de cette conversation. Tout d'abord, il est important de se poser une question: qu'est-ce que le Grand Paris? C'est une dénomination qui désigne plusieurs choses. Le Grand Paris, c'est à la fois un ensemble urbain non délimité qui est l'agglomération parisienne. Donc, c'est à la fois, c'est aussi aujourd'hui une unité administrative, la métropole du Grand Paris, qui a été créée en 2016 et qui correspond à peu près aux 4 départements de Petite Couronne. Et c'est aussi, pour ce qui concerne notre séminaire, un projet de transport, le Grand Paris Express, un réseau de métro automatique dont la mise en place est pilotée par la Société du Grand Paris. Alors, un peu d'histoire. On peut remonter l'histoire du Grand Paris bien avant 2005. On parle de Grand Paris depuis le début du XXe siècle, quand l'espace urbain de Paris a dépassé les frontières administratives de la ville. Et on parle de métro de rocade en banlieue depuis les années 80. Mais nous allons prendre comme date 2005 pour le début, qui correspond à un double électrochoc. Celui où on se rend compte que Paris intramuros, enfermé dans son périphérique, ne suffit plus à être compétitif face aux autres métropoles internationales. Un des événements marquants est la perte des Jeux Olympiques de 2012 face à Londres. Et puis les émeutes en banlieue en 2005 qui montrent au monde la réalité de certains territoires périphériques délaissés et mal desservis. Donc en 2007 est donc lancée la concertation internationale du Grand Paris avec plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant architectes mais aussi chercheurs pour faire avancer des réponses aux problèmes de l'agglomération parisienne. De cela sort sans vraiment de concertation avec les équipes qui ont travaillé sur le sujet, un projet d'un métro automatique reliant le centre de Paris aux aéroports et desservant les grands pôles périphériques. Il s'agit du métro du Grand Paris. Ce projet évoluera ensuite en raison des alternances politiques, mais aussi des acteurs locaux. Et la mise en service de ce projet devrait avoir lieu à partir de 2024 jusqu'à l'horizon 2030. Le projet du Grand Paris Express est un quasi-doublement du réseau de métro parisien actuel, avec 200 km de nouvelles lignes, 68 stations, dont la majorité sont en correspondance avec d'autres lignes. La création de 4 nouvelles lignes. Donc, on a une extension de la ligne 14 vers la périphérie, une ligne en recale, la ligne 15, et aussi 3 autres lignes qui permettent de desservir d'autres pôles périphériques. C'est aussi un grand projet, avec de nombreuses gares singulières dessinées par plusieurs équipes d'architectes parmi les plus renommées dans le monde. Donc là, on voit un exemple de la gare de Saint-Denis-Pleyel avec Kengo Kuma. Puis, plus qu'un projet de transport, c'est aussi un développement de territoire. Nous voyons là, à gauche, le premier projet du Grand Paris tel qu'il était défini par Christian Blanc, qui était basé sur 7 pôles. Et on voit à droite la vision aujourd'hui qui est un de ces pôles, mais quand même toujours sur une question de développement des gares, parce que le projet du métro est censé impulser le développement des territoires qu'elle dessert. Pour mettre en œuvre cet énorme projet, il y a un jeu d'acteurs important dont le principal est la Société du Grand Paris, qui est le maître d'ouvrage de l'infrastructure de projet. On peut aussi parler de Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, puis de nombreux partenaires institutionnels, les services de l'État, les collectivités locales, EPT, c'est les territoires, ça a un rapport avec la métropole du Grand Paris, les municipalités.
Et donc, de voir que dans ce gros projet d'infrastructure, qu'il y a un intérêt, qu'il y a la notion d'espace public qui est intéressant. Et on peut poser des questions sur un nouveau rapport à la ville. On pourrait se demander pourquoi justement l'espace public est un sujet pour la société, pour le Grand Paris. Et donc, d'où le titre d'où notre interrogation. Entre schéma directeur et spécificité locale, quels aménagements pour les places du Grand Paris? Ce débat se déroulera en 3 parties. Premièrement, vision et objectifs globaux de l'aménagement autour des gares du Grand Paris, où l'on traitera des volontés affichées dans cette question d'espace public. Puis, y a-t-il une place pour le Grand Paris qui parlera de la conception d'un référentiel ou guide d'aménagement autour des places du Grand Paris Express. Pour finir sur l'adaptation de ces référentiels à la réalité du terrain, la métropole parisienne étant diverse et couvrant de nombreuses réalités qu'il faut prendre en compte, sans oublier la temporalité, car entre les premières et les dernières livraisons, il se passe un certain temps. Et pour ce débat, nous avons donc 2 invités. Madame Lola Fauconnet, qui est chef de projet à la Société du Grand Paris, qui s'occupe de l'unité des espaces publics intermodalité. C'est David Hénon, qui est directeur de projet architecte et urbaniste à l'agence d'architecture TVK. Donc, je vais laisser parler la parole à nos invités. On n'entend plus là. Madame Fauconnet. J'arrive, je vous partage la présentation. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui. Donc, je vais essayer de faire une petite présentation parce qu'avant de donner place à des questions-réponses et à un débat, c'est important de comprendre pourquoi les espaces publics déjà autour des gares du Grand Paris doivent être repensés. Pourquoi la Société du Grand Paris et donc pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi elle est partie prenante dans le travail sur les espaces publics autour de chaque gare et comment on travaille autour des espaces publics depuis déjà quelques années. Et puis, je m'arrêterai là pour ensuite donner plutôt Bon, il y aura un temps d'échange, mais aussi le temps de parole à David pour qu'il développe plutôt tout ce qui est lié au référentiel des places. Donc, pour vous expliquer déjà pourquoi on travaille sur les espaces publics, je vais repartir de la métropole, donc ça sera complémentaire avec ce que vous avez dit. Donc, il va y avoir effectivement 68 nouvelles gares, donc 68 nouveaux points d'entrée. Donc, c'est un nouveau maillage de transport qui va venir se connecter au métro, au TER et au RER qu'on connaît tous aujourd'hui, ce qui va faire que la quasi-totalité de la métropole et une part importante des pôles tertiaires et universitaires de la Grande Couronne vont devenir accessibles par la combinaison à la fois de ces transports en commun, mais aussi des mobilités actives. Quand on parle de mobilité active, on parle d'ailleurs, pour un point de vocabulaire, de vélo et de piétons. Un élément important, qui est déjà le cas aujourd'hui, mais qui sera exacerbé avec l'arrivée du Grand Paris Express, c'est que d'ici 2030, donc la livraison complète du réseau, c'est plus de 95% des habitants qui vont résider à moins de 2 km d'une gare. Donc ça, c'est un élément important parce qu'au-delà de cette dynamique métropolitaine, il faut voir que le Grand Paris Express va aussi avoir un impact sur les mobilités de proximité. Là, je vous ai mis des cartographies qui sont à l'échelle du bassin. Quand on parle de bassin, c'est plutôt plusieurs territoires et donc plusieurs gares du Grand Paris. Quand on dit que 95% des habitants vont résider à moins de 2 km d'une gare, c'est des trajets qu'on peut faire en fait en vélo ou en bus. En 10 minutes, en gros, on peut sortir de son domicile, qui est à 2 km d'une gare, on peut rejoindre la gare la plus proche, et pareil en bus. Donc, le Grand Paris Express va être accompagné d'une refonte aussi de la structuration des bus. Donc, il va y avoir, et ça c'est fait par Île-de-France Mobilité, toute une réorganisation du réseau de bus. Et il va y avoir aussi la même chose, peu ou prou, sur le maillage cyclable. Donc, c'est des réflexions qu'on doit avoir aussi au niveau local.
Si je resserre encore plus, on arrive avec un nouveau mode de déplacement qui est le piéton. Donc là, c'est les 800 mètres autour d'une gare. C'est ce qu'on appelle chez nous le quartier de gare. Donc un quartier de gare, un quartier autour d'une gare, à un rayon de 800 mètres autour d'une gare. À cette échelle-là, donc la marche va devenir un des modes de rabattement majoritaires. C'est-à-dire qu'à peu près en 5 minutes, en un peu plus de 5 minutes, un piéton peut réaliser actuellement 500 mètres autour d'une gare et en 15-20 minutes, environ 800 mètres qui correspond à l'ensemble du quartier de gare. C'est-à-dire qu'on peut habiter plus ou moins à 800 mètres autour d'une gare et pouvoir venir, au-delà bien sûr du bus et des vélos, mais on peut venir aussi à pied. Donc, un autre élément aussi important pour comprendre pourquoi on va travailler sur les espaces publics, c'est que l'arrivée même d'une nouvelle gare va occasionner une augmentation conséquente de flux piétonniers aux abords des gares, qu'on soit dans un périmètre où il n'y a aujourd'hui aucune gare ou même avec des gares existantes, c'est normal, c'est compréhensible, on arrive avec une nouvelle gare, forcément il y a des nouveaux usagers. Et donc, il va y avoir des mutations de ce quartier de gare. Des mutations, donc au-delà même du réseau de bus et des pistes cyclables, on va aussi devoir travailler sur tout ce qui est tramviaire, donc la reconfiguration des rues, le respect des continuités piétonnes, etc. Pour que ça soit encore plus concret, je vous ai mis quelques planches ici pour vous montrer l'état existant de certaines voiries en fait sur le Grand Paris Express. Donc aujourd'hui, dans les quartiers de gare du Grand Paris Express, aujourd'hui, on a des quartiers dont les réseaux de voiries, etc., sont déjà très confortables, mais on en a beaucoup où en fait, c'est pas le cas. Et on voit sur les photos, on peut avoir des trottoirs sous-dimensionnés, donc très peu de place pour la circulation des piétons. On a des véhicules qui sont stationnés sur les trottoirs. On a bien sûr à l'échelle de la métropole des grandes coupures urbaines qui sont des coupures liées à des autoroutes, à des faisceaux ferrés, mais aussi des coupures. Un cimetière peut être une coupure de continuité piétonne. Et on a aussi, sur les gares existantes, déjà une saturation de la mobilité. Donc on a déjà, vous le voyez sur la photo ici, une saturation du stationnement en vélo. Et bien sûr, avec le Grand Paris Express, on va rajouter une nouvelle offre cyclable et donc bien sûr un nouveau besoin en dimensionnement vélo qui est aujourd'hui pas assez suffisant. C'est pour toutes ces raisons en fait qu'il faut travailler sur les espaces publics. Il faut à la fois donc qu'on accompagne la nouvelle structure de la mobilité métropolitaine. Donc tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, il faut bien qu'on l'accompagne localement, qu'on réfléchisse à son insertion locale, mais aussi qu'on accompagne l'arrivée même d'une gare qui va générer des mutations dans les quartiers de gare, puisque les quartiers eux-mêmes vont se développer, il va y avoir des nouveaux programmes immobiliers, des nouveaux habitants, des nouveaux emplois, etc. C'est une réflexion et une organisation qui va passer par le pôle d'échange. Donc là, on resserre encore, on arrive à 300 mètres. Je vous parlais juste avant du bassin, des 800 mètres. Là, on arrive à 300 mètres autour d'une gare et on arrive donc sur ce qu'on appelle chez nous un pôle d'échange. Alors, qu'est-ce qu'un pôle d'échange? Donc, c'est l'aménagement qui associe les modes de transport des voyageurs et qui vise à faciliter les pratiques intermodales. Quand on parle d'intermodalité, là aussi un petit point de vocabulaire, c'est de changer d'un mode de déplacement à un autre lors d'un même trajet. Sortir de chez soi, prendre le vélo, poser son vélo, être piéton, prendre les transports en commun, c'est ce qui caractérise l'intermodalité. Dans ce pôle-là, donc là c'est un dessin, hein, vous voyez, c'est très théorique, on a une gare. Est-ce que vous voyez ma souris quand je la déplace? Non, on la voit pas. Non, mince, bon. Ah, donc, je vais essayer de vous illustrer comme ça. Il faut donc, dans ce périmètre-là de 300 mètres, que collectivement, on pense et on repense les espaces publics et l'offre en mobilité autour de chaque gare. Il faut qu'un usager il puisse venir, donc qu'on ait requalifié les voiries, mais qu'il ait aussi envie de venir, qu'on lui donne envie de venir à pied, en vélo ou en bus. On parle donc dans ce cas-là de faciliter le rabattement. C'est le fait de se rabattre à une gare, de sortir de chez soi et d'aller à une gare, on se rabat à une gare. Et c'est la même chose dans l'autre sens, quand on sort d'une gare,
on parle de diffusion sur un territoire. On sort d'une gare, on rentre chez soi ou on va au travail, on se diffuse. Donc, c'est ces éléments qu'il faut qu'on travaille et il faut qu'on organise donc la place du vélo, la place du bus, la place du piéton, mais évidemment aussi tout ce qui est lié aux usages de la ville. Et donc, il faut qu'on travaille à ce partage de l'espace public avec tous ces modes de déplacement et surtout des modes de déplacement qui se font souvent en concurrence, c'est-à-dire que la voiture, bien sûr, est en concurrence avec les modes actifs. Les modes actifs entre le vélo et piéton sont aussi en concurrence. Quand on parle de concurrence, c'est qu'ils peuvent se gêner dans leur mode de fonctionnement chacun. Un cycliste peut déranger un piéton, vice-versa. Donc, il faut qu'on travaille à cette cohabitation. Et ce qui est encore plus compliqué dans ce travail sur les espaces publics, c'est que, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on doit des fois se transposer sur des mises en service du Grand Paris Express qui sont jusqu'à 2030. Et en fait, il faut qu'on puisse dès maintenant anticiper. Donc, on doit penser à l'existant, mais se projeter dans le futur. Et donc, c'est cette complexité d'essayer d'anticiper les comportements, à la fois les comportements de mobilité, mais aussi les comportements liés aux usages de la ville qui changent énormément. Et on peut le voir en ce moment avec tous les sujets liés à la crise sanitaire. Donc là, c'est un peu le cadre général qui explique pourquoi on doit travailler sur les espaces publics, à la fois accompagner cette nouvelle mobilité, mais aussi la transformation des quartiers en requalifiant, créant de nouveaux aménagements cyclables, ce partage modal, trouver aussi le bon dimensionnement, combien de vélos, combien de stationnements bus il faudra prévoir autour de sa gare, tout en anticipant l'arrivée d'une gare de 2024 à 2030. Une fois que je vous ai dit ça, juste pour vous expliquer un petit peu le jeu d'acteurs sur ce périmètre du pôle d'échange. Donc là, vous voyez qu'il y a une gare, parce que si vous ne voyez pas ma souris, je vais vous le faire avec les couleurs. Vous avez la gare et vous avez un périmètre bleu clair. C'est ce que la Société du Grand Paris, c'est le périmètre en fait de maîtrise d'ouvrage. C'est ce qu'elle doit réaliser et ce qu'elle doit financer. Donc, elle finance un bâtiment voyageur. Donc, vous avez parlé des architectes qui réalisent ces bâtiments voyageurs, donc des bâtiments assez emblématiques au niveau architectural. Et le parti bleu clair, c'est un bout d'espace public qu'on doit réaliser, donc où la Société du Grand Paris est maître d'ouvrage à 100%. Sur le reste des espaces publics, qui correspondent toujours à ce périmètre de 300 mètres autour de la gare, on a différents cas de figure, c'est-à-dire qu'en vert, on peut se retrouver sur une voirie départementale, donc qui appartient au département. En rose, par exemple, c'est une voirie communale qui appartient à une collectivité locale, à une ville. Et en jaune, à un aménageur, parce que dans beaucoup de cas, autour ou à côté des gares du Grand Paris Express, et parce que les quartiers mutent, on a des zones d'aménagement, donc des ZAC, qui sont portées par des aménageurs. Sur ce périmètre-là, la Société du Grand Paris, donc ce qui est en jaune, en vert et en rose, la Société du Grand Paris ne sera jamais maître d'ouvrage, mais elle va venir financer, subventionner avec Île-de-France Mobilité une partie des espaces publics. Donc c'est pourquoi on intervient sur les espaces publics au titre de notre subvention et de notre participation en phase étude aussi pour la reconfiguration de ces espaces. Je vais vous en parler juste après. Pour que vous compreniez bien le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui et comment on travaille sur les espaces publics, je vais vous décrire un petit peu, alors déjà de manière très théorique, vous le savez sûrement parce que c'est un modèle assez classique de projet. En gros, l'objectif qu'on a avec les maîtrises d'ouvrage que je vous ai précité, Île-de-France Mobilité et nous, c'est de définir un programme et un projet d'aménagement des espaces publics autour de chaque gare. Donc, on doit faire ça 68 fois. On est aujourd'hui, il y a différentes phases. On est aujourd'hui dans une phase assez massive de programmation. Donc, on réfléchit au programme d'aménagement des espaces publics dans cette échelle des 300 mètres autour de chaque gare. Une fois qu'on aura passé cette phase de programmation, et ce qui est déjà le cas pour certains, on passera à la phase de conception. C'est-à-dire qu'on choisira des concepteurs, des agences d'urbanisme, de paysagistes ou des architectes qui vont venir dessiner le projet. Une fois que cette phase de conception sera passée, on a classiquement une phase de réalisation avec des travaux qui devraient se faire
en temporalité autour des mises en service des gares, soit au même moment, soit juste un peu après, selon les emprises chantiers autour des gares. Et ensuite, on a la phase d'exploitation, c'est-à-dire que les espaces publics sont livrés et on a les premiers gestionnaires de voirie, des espaces verts, etc., qui viennent gérer les espaces publics. Donc ça, c'est théoriquement le déroulé un peu complet de la manière dont on travaille les espaces publics aujourd'hui autour de chaque gare avec chaque maîtrise d'ouvrage. Donc aujourd'hui, on est surtout, donc, comme je vous l'ai dit, en phase de programmation. Donc on a 68 études de pôle. Donc ce sont des études qu'on a lancées en partenariat avec Île-de-France Mobilité. On a mis en place en fait des comités de pôle. Donc c'est des comités de pôle d'échange qui rassemblent l'ensemble des acteurs locaux qui sont liés aux espaces publics. Donc ça peut être ce que je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr les collectivités avec leurs politiques, mais aussi, et leurs techniciens, mais aussi les départements, les établissements publics territoriaux, les aménageurs. Donc, on se réunit tous ensemble autour de ces comités de pôle pour lancer des études de pôle. Donc, une étude de pôle, l'objectif, c'est d'aboutir à un plan d'action à l'échelle du quartier de gare qui sera adapté à chaque situation. Donc, j'en dis pas plus parce que ça sera sûrement le débat de la troisième partie. En gros, une étude est lancée aujourd'hui autour de chaque gare. Donc aujourd'hui, il y a 68 études qui sont en cours. Ce sont des études que la Société du Grand Paris finance, mais qu'on a laissées puisque la plupart des interventions et des réflexions se font sur du domaine Vière qui est public et dont la Société du Grand Paris ne sera pas maître d'ouvrage. On a laissé le pilotage de ces études aux acteurs locaux. Donc, ça dépend. Soit c'est une collectivité, soit c'est un département, soit c'est un établissement public qui a décidé de piloter cette étude. Le pilote lance une consultation pour choisir un bureau d'études techniques. Donc, ce sont souvent des professionnels, soit urbanistes, soit des experts en mobilité. Et ce sont des études donc, qui ont 3 phases. Une phase de diagnostic qu'on fait donc à l'échelle des 800 mètres, donc le fameux quartier de gare dont je vous parlais tout à l'heure, où on fait une sorte d'analyse territoriale. On essaye de voir tous les projets qui sont autour, combien de nouveaux habitants, d'emplois, etc. Le territoire va drainer pour l'arrivée du Grand Paris Express. Et à la fin de ce diagnostic, on arrive à ce qu'on appelle une sorte de pré-programme, c'est-à-dire à la fois un pré-programme intermodal. On sait tout ce qu'il nous faudra en termes d'offres mobilité. Par exemple, on va savoir combien il faudra mettre d'arceaux vélo, combien on aura de lignes de bus. On aura identifié les points noirs d'accessibilité, les coupures urbaines, etc. Une fois qu'on a élaboré ce pré-programme, on arrive et on resserre sur ce 300 mètres, donc ce pôle d'échange. Et donc, le bureau d'études qui nous accompagne dessine des scénarios d'aménagement. Et une fois qu'on a choisi avec toutes les parties prenantes un scénario d'aménagement, il faut qu'on sache combien il coûte, qui va payer et qui va faire. Concrètement, ça ressemble à ça. Là, on est sur le pôle de la Courneuve-Siroute. En gros, vous avez là où il y a écrit 16 et 17, donc c'est la gare du Grand Paris Express avec l'espèce de triangle autour qui est la partie, je vous le disais tout à l'heure, sous maîtrise d'ouvrage de la Société du Grand Paris, donc ce que la Société du Grand Paris va faire. Tout le reste, on est sur une voirie, soit on est dans une zone d'aménagement concerté, donc il y a un aménageur, soit on est sur des voiries départementales qui appartiennent au département. Et le bureau d'études donc a fait ce dessin d'aménagement des espaces publics. Et pour que vous voyez un petit peu jusqu'où on peut aller dans une étude de pôle, je vous mets le dessin de la Courneuve-Siroute aujourd'hui, où en fait, alors je vais avoir du mal à vous montrer où est la gare, mais on est à peu près sur le même, le même angle que ma slide d'avant. Mais c'est pour vous montrer aujourd'hui, donc on l'appelle Courneuve-Siroute parce qu'on a un énorme rond-point routier avec 6 routes départementales, entre autres, qui sortent de ce rond-point, une espèce d'énorme rupture et fracture urbaine. Et donc, la collectivité a décidé, au travers de son étude de pôle, de diminuer la circulation de la voiture de 40% autour de la gare, donner priorité aux mobilités actives, en notamment requalifiant complètement ce rond-point. Donc là, on voit qu'on est passé d'un rond-point très routier
exclusivement dédié à la voiture à un plateau urbain avec plutôt une priorité donnée aux mobilités douces, bien sûr, une requalification des voiries avec une dimension beaucoup plus piétonne et une place aussi donnée au transport en commun et au bus. Donc ça, c'est un exemple. Et on doit arriver à ça 68 fois. Donc c'est le travail qui est en cours au sein de l'unité espace public et intermodalité pour définir pour chaque gare ces scénarios d'aménagement. Une fois qu'on a eu ce scénario d'aménagement, c'est ce que je vous disais, mais là, je ne vais peut-être pas m'apesantir parce que c'est un peu, c'est peut-être moins intéressant pour vous. C'est que là, j'ai remis donc le schéma de la Courneuve-Six-Routes. Mais en gros, une fois qu'on a tous choisi, et surtout les politiques qui choisissent le scénario préférentiel, on a donc un schéma. Il faut qu'on sache combien coûte globalement cet aménagement, combien coûte chaque parti pris d'aménagement, donc telle route, tel carrefour, telle partie coûte tant, qu'on répartisse les financements. Est-ce que c'est la collectivité? Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est l'aménageur? Et ensuite qu'on répartisse aussi les subventions d'Île-de-France Mobilité, de la Société du Grand Paris. Une fois qu'on a fait tout ce travail, qui peut être très long, ça dure plusieurs années, on s'est mis d'accord sur un programme. Et donc, qui est la première partie, qui est encore aujourd'hui le moment massif dans lequel on est. On passe ensuite à la phase de conception. Et là, j'ai encore 2 slides et puis après, je m'arrêterai. Alors, je vais jusqu'à la phase de conception parce que c'est déjà, il y a certaines gares qui sont déjà passées en phase de conception, surtout pour les gares qui vont être livrées en 2024, puisque en fait, en termes de timing, on est dans le bon timing pour rentrer dans la phase de conception si on veut que les espaces publics soient mis en travaux et livrés pour l'arrivée des gares. Donc, juste pour vous expliquer un peu théoriquement quelle est la phase qui suit et qu'on a commencé pour certaines gares, c'est la rédaction des cahiers des charges qui seront donnés aux concepteurs et aux agences donc d'urbanisme, d'architectes et de paysagistes qui dessineront, qui nous feront des dessins et des conceptions, la conception même des espaces publics. Donc, dans ce cahier des charges, on va repartir de tout ce que je vous ai dit dans la phase de programmation avant. Donc, avec, alors là, j'ai mis un schéma, ça, on s'en fiche un peu. Imaginons que là, vous avez plutôt le schéma de la Courneuve-Six-Routes avec tout ce que je vous ai dit avant, qui est le programme intermodal et qui a été validé par tous les acteurs locaux. Et ensuite, on a un outil de conception, un nouvel outil, qui est le référentiel des places du Grand Paris, et qui va donc être utilisé pour rédiger le cahier des charges de maîtrise d'œuvre. Alors, très rapidement, et je m'arrête là parce qu'après, c'est plutôt David Hénon qui va prendre la main et qui vous expliquera ce fameux référentiel des places, qu'on appelle aussi un petit peu guide. Mais pour vous dire donc que cet ouvrage a été édité en 2019, il est co-signé par Île-de-France Mobilité et la SGP. On a confié sa conception à une équipe pluridisciplinaire. Je laisserai bien sûr David parler de tout ça, mais donc le mandataire, c'était donc l'agence d'urbanisme et d'architecture TVK, d'où la présence de David aujourd'hui. C'est un guide donc de conception des espaces publics qui va permettre d'orienter les maîtres d'ouvrage et bien sûr leurs maîtres d'œuvre. Donc toujours les paysagistes, urbanistes ou architectes qui vont venir dessiner les espaces publics. On y retrouve un certain nombre de principes d'aménagement qu'on va devoir nous travailler avec les collectivités locales pour compléter le programme qu'on aura. Par exemple, le dessin de la Courneuve-Six-Routes, il faudra qu'on complète avec les principes d'aménagement pour pouvoir passer à cette phase de conception. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je pense que déjà, j'ai été peut-être plus longue que prévu. Mais ça me semblait important de faire ce cadrage pour vous montrer que le travail est déjà en cours, qui a été un peu le jeu d'acteurs entre la Société du Grand Paris, les acteurs publics locaux, et tout le déroulé. Voilà, comment sont en train de se fabriquer les espaces publics autour de chaque gare. Vous m'entendez? Oui, merci beaucoup pour. Oui, on vous entend. J'avais peur de parler pendant 10 minutes sans public. Non, merci beaucoup pour votre présentation. Le PowerPoint charge
Donc, une question peut-être qui peut se poser suite à ça, c'est que finalement quelle ambition à l'échelle métropolitaine dans ces places. On voit que la métropole du Grand Paris à la fois traite deux choses qui sont pardon, le Grand Paris Express traite deux choses qui sont à la fois des mobilités à l'échelle de la métropole, mais aussi des mobilités à l'intérieur de petits territoires. Et est-ce que ça traduirait pas quelque chose dans un changement de mode de pensée à, juste métropolitaine, si vous voyez ce que je veux dire? Bah, ça va révolutionner, oui, les déplacements, mais non, il faudrait préciser un petit peu la question. C'est-à-dire, y a-t-il effectivement une volonté de changer le fonctionnement de la métropole parisienne via cela? Alors, je parlerai pas de, je peux pas, la Société du Grand Paris peut pas révolutionner les déplacements à l'échelle de la métropole, mais un des objectifs du métro, c'est de donner aussi envie aux gens, parce qu'on va créer quand même une opportunité de déplacement. Je parlais des 95% des Franciliens qui seront à 2 km d'une gare. Ça veut dire que c'est des déplacements on peut laisser sa voiture en fait au garage. Donc l'objectif, c'est quand même effectivement de faciliter en tout cas des accès à des bassins d'emploi et autres qui puissent se faire donc en bus, puisqu'on va renforcer le maillage en bus. Enfin, Île-de-France Mobilité va le faire. Vélo, puisqu'il va y avoir aussi un renforcement des pistes cyclables. Et bien sûr à pied, puisque c'est 800 mètres qu'on peut aussi réaliser à pied. Donc l'objectif, c'est de réduire la place effectivement de la voiture et de donner la possibilité aux mobilités actives de se développer encore plus. Monsieur Hénon, vous avez des choses à dire sur... Oui, enfin, effectivement, peut-être pour compléter et aller dans le sens de ce que vient de dire Lola Fauconnet, je crois qu'on peut considérer que ce nouveau métro est un véritable levier de transformation territoriale. C'est-à-dire qu'à partir de cette infrastructure souterraine et des gares qu'il génère, c'est des espaces publics, mais beaucoup plus largement, finalement, toute une transformation de la manière d'aménager et de pratiquer la métropole, et ce, à différentes échelles. Donc finalement, je crois que la diffusion et le rayonnement de ce métro, il dépasse en réalité, en tout cas on le souhaite, et je crois que le sens de l'ouvrage qu'on a rédigé avec la Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilité, et celui-là, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte de rayonnement d'ordre métropolitain qui soit amené par le métro, quoi. Que le métro, parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, qui arrive dans des quartiers qui étaient peu desservis jusque-là, eh bien, puisse avoir un impact extrêmement fort et retourne, inverse une tendance sur tout un tas de sujets. Je pense Lola l'a très bien raconté sur la question des mobilités, mais j'essaierai d'y revenir peut-être dans ma présentation sur la question de l'écologie, du paysage, des usages. On a essayé aussi de faire en sorte que, voilà, que l'arrivée du métro signifie quelque chose de nouveau pour la métropole plus largement. En donnant à voir aussi ce que des actions à proximité de la gare peuvent engager, peuvent déclencher aussi plus largement en termes de politique communale, de déplacement, etc. Donc oui, je pense on pourrait dire que c'est un levier. Et c'est finalement une des premières actions, excusez-moi, je vous coupe, une des premières actions concrètes à l'échelle du Grand Paris. Donc il y a eu par exemple des consultations de type Inventons la métropole, mais qui finalement posent la question de l'urbanisation de sites éclatés. Mais là c'est un vrai réseau qui se met en place à l'échelle du Grand Paris. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en plus du réseau souterrain, ou en tout cas en grande partie souterrain du métro, c'est aussi un réseau de surface, c'est-à-dire une trame d'espace public qui va être totalement reconfigurée et qui concerne finalement une grande partie du Grand Paris, quoi. Et à moins que
pour finir, une question peut-être sur un aspect peut-être un peu plus problématique, on va dire peut-être, enfin pas forcément, mais on voit qu'il y a quelques petits problèmes de surcoût avec l'infrastructure de transport. Y a-t-il pas un risque que ces surcoûts aient un impact sur justement toute cette réflexion de l'espace public après, en matière de financement par la Société du Grand Paris? C'est une question pour Lola. Oui. Oui, merci, je m'y attendais pas. Non, pour le moment, il n'y a pas d'impact entre la subvention et ce qu'on va octroyer au titre des espaces publics et le coût de l'infrastructure de transport. Voilà. C'est la seule réponse que je peux vous faire, hein. Elle est assez binaire, mais c'est la réalité pour le moment. Il n'y a pas d'impact. Oui, puis on peut peut-être revenir aussi sur le fait que l'espace public, en réalité, est assez peu cher par rapport à la construction d'un édifice, par exemple, ou d'une infrastructure. C'est quelque chose qui finalement, avec un investissement assez faible ou limité, peut donner beaucoup de choses, quoi, à un impact assez important. Je crois que c'est intéressant de le rappeler, quoi. On peut transformer beaucoup la ville. Oui. Par le biais de l'infrastructure sans investissement substantiel comme celui d'un métro souterrain. Non, et puis la Société Grand Paris a dû à un moment donné se poser très récemment des questions aussi d'économie, etc. Mais ce sujet-là étant primordial, l'action reste la même sur les espaces publics et on continue à travailler de la même manière sans impact sur notre travail et sur notre intervention à ce titre-là. Ce qui prouve l'importance en fait de ce travail d'insertion des gares dans chaque ville. Et puis oui. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez. Si. Oui. Oui, désolée pour la vidéo. Bon, apparemment, ça ne fonctionne pas sur mon ordinateur. Je voulais revenir sur votre présentation, Madame Fauconnet. Oui. Vous nous parliez de la multiplicité des acteurs qui entraient en jeu, du coup, dans tous les aménagements qui sont engagés. Est-ce que, justement, cette multiplication des acteurs ne représente pas un risque pour la bonne marche du projet ? En fait, quand on arrive, là, on est en phase de programmation, donc il y a beaucoup d'acteurs. Il y a aussi bien des acteurs locaux, mais aussi des transporteurs. Donc, on peut avoir aussi RATP, on peut avoir l'État, on a énormément d'acteurs. Mais une fois qu'on a passé cette phase de programmation et qu'on s'est mis tous d'accord, le cercle se resserre un peu avec ceux qui vont vraiment faire et réaliser, donc les maîtres d'ouvrage. Et justement, on travaille en cette phase de conception à organiser les maîtrises d'ouvrage. Donc, qui est pas, donc, il y aura toujours la Société du Grand Paris au centre qui sera maître d'ouvrage. Des fois, le pôle d'échange se retrouve à cheval sur 1, 2, 3 collectivités. Donc, on peut avoir des instances qui sont multipliées par un certain nombre de personnes présentes et ça peut devenir très rapidement une usine à gaz. Mais donc, on travaille avec Île-de-France Mobilité et on demande à ce qu'il y ait une organisation des maîtrises d'ouvrage qui se fasse pour que justement il y ait à la fois une cohérence de traitement, mais aussi qu'il n'y ait pas un millefeuille d'acteurs et qu'en plus, ça impacte la conception même. Parce qu'en réalité, on pourrait avoir après-demain, si on est sur 3 collectivités, 3 maîtrises d'ouvrage qui ont autant de maîtrises d'œuvre et de se retrouver avec un patchwork de projets. Donc ça, on milite énormément pour qu'il y ait au minima un chef de file, qu'il y ait un travail qui soit fait de recollement de conception pour justement éviter cette fragmentation. D'accord. Mais c'est aussi la richesse, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a débattu tous ensemble, voilà, c'est pour ça que les études, en tout cas de programmation, peuvent être très très longues parce qu'on est beaucoup autour de la table. Ce que j'ai pas dit, c'est que souvent on a des comités techniques et après des comités politiques qui permettent de passer d'une phase à l'autre. Mais une fois qu'on a terminé cette phase de programmation, ça a été tellement multipartenarial que on s'est tous mis d'accord, en tout cas sur ce programme. D'accord, très bien, merci.
Donc je pense que là, on a terminé la première partie de notre débat. Peut-être qu'on pourrait revenir, avant d'entamer la seconde, sur la définition du concept de quartier de gare. Alors je sais que vous en avez déjà parlé également, mais peut-être que Monsieur Hénon pourrait, du même temps, introduire l'ouvrage Les places du Grand Paris. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends bien. Oui, bah, je pense que Lola a bien défini ce qu'était qu'un quartier de gare. En fait, c'est effectivement un quartier de ville, c'est-à-dire un quartier dans lequel il y a un ensemble d'activités de commerce, de parcours, de fonctions qui plus spécifiquement, est sous l'influence d'une gare et donc qui va accueillir des fonctions et des usages qui sont un peu plus orientés et tournés vers la mobilité. Mais je crois que ce qui est important de rappeler, et c'est peut-être l'intérêt d'utiliser le mot de quartier, quoi, c'est qu'un quartier de gare reste aussi un quartier qui est un quartier de vie en quelque sorte, c'est-à-dire qui dispose de tout un tas d'autres fonctions et usages en plus de celui spécifiquement tourné vers la mobilité. Oui, alors donc moi je suis architecte urbaniste à l'agence TVK. Lola le disait tout à l'heure, et donc j'ai à ce titre piloté et dirigé l'équipe pluridisciplinaire qui a été en charge de construire l'étude des places du Grand Paris et d'élaborer le référentiel des places du Grand Paris. Donc c'est une équipe qui est composée à la fois de concepteurs, des architectes urbanistes, donc TVK, des paysagistes, c'est l'agence TN+, de chercheurs, un géographe, Antoine Fleury, une historienne de l'architecture, Géraldine Texier-Rideau, et un sociologue, Étienne Balland. Et puis, troisième catégorie d'intervenants, des experts plus techniques ou plus thématiques, comme un spécialiste de la mobilité, c'est RRA Samuel Maillot, un spécialiste de l'environnement, Franck Boutet, et puis des spécialistes des usages temporaires, c'est Yes We Camp, et enfin de la lumière, c'est l'agence ON. Je suis un peu long, mais je trouve ça important parce que c'est un vrai travail collectif, donc de rappeler l'ensemble des intervenants qui ont collaboré au sein de cette équipe qu'on a menée. Cette équipe, elle a travaillé pendant près de 3 ans en réponse à une commande qui a été lancée par la Société du Grand Paris, à laquelle on a répondu en 2016. On a été retenu début 2017 et on a travaillé jusqu'à la publication du guide que vous voyez à l'écran, qui a paru il y a pile poil un an, hein, c'était courant novembre 2019. Ce guide, on l'a conçu et de manière un peu partenariale et collective avec la Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilité, volontairement hétérogène, pluriel et assez ouvert d'ailleurs, un peu en réponse à la diversité des situations, et donc des situations peut-être politiques ou administratives, des situations géographiques, enfin de tout type de situations, en tout cas que l'on trouve dans ces 68 quartiers de gare. On l'a voulu donc effectivement assez diversifié, et en réalité ce référentiel, ce guide, il articule 2 niveaux de discours, à savoir quelque chose qu'on a appelé une culture commune, qui est plutôt de l'ordre d'une philosophie, d'un grand nombre de messages un peu généraux sur la manière dont on fait de l'espace public dans le cas de quartier-gare plus spécifiquement, et d'ailleurs dans le cas du Grand Paris. Et puis un deuxième volet qui est plus pratique, on va dire, qui est composé de ces 40 principes que vous pouvez peut-être passer à l'écran d'ailleurs, et que Lola, dont Lola vous a montré tout à l'heure des extraits. Les ambitions, peut-être qu'on peut rester sur la page d'avant d'ailleurs, les ambitions de ce guide, elles sont il y en a plusieurs. L'idée, c'est qu'effectivement, on part de sites qu'on appelle des pôles, c'est-à-dire des lieux organisés pour la mobilité, et qui sont en tout cas réfléchis comme ça, et qu'on va, au travers de ce travail sur les espaces publics et de ce référentiel de conception des espaces publics, faire devenir de véritables espaces publics. Donc la question, c'est comment faire de ce qui est
dans un premier temps conçu comme quelque chose de fonctionnel, de nécessairement fonctionnel, puisqu'il faut que l'ensemble des mobilités et des différents modes de transport s'articulent bien ensemble. Comment on va faire donc de ce modèle fonctionnel quelque chose qui s'apparente à un véritable espace public de la ville, et ce sur différents aspects que je vais détailler tout à l'heure. Je pense un autre enjeu était d'utiliser effectivement ce projet phare qu'est le Grand Paris Express et qu'est cette infrastructure de transport comme un levier, je le disais tout à l'heure, le levier d'un changement de cap, on va dire, pour les territoires périphériques à Paris, de la première couronne et même de la grande parfois, d'un changement de cap, notamment en termes d'écologie, et je pense qu'on y reviendra, il y a beaucoup de principes qui traitent de l'écologie, de paysage, de confort du piéton, etc. etc. Donc si on revient à la liste des principes, on peut voir qu'il y a plusieurs thématiques ou plusieurs catégories. Par exemple, si on commence au principe numéro 6, 7, 8, etc., on va se rendre compte qu'il y a des principes qui tentent de faire en sorte que les espaces publics autour des gares s'inscrivent dans des territoires beaucoup plus larges qui sont ceux du Grand Paris et qui sont multiples. On ne va pas faire de l'espace public de la même manière selon qu'on se trouve dans la plaine de France, ou sur le plateau de Villejuif, ou encore sur le plateau de Saclay, ou dans la vallée de la Seine, etc. etc. Il y a une suite de principes qui parlent plutôt des transformations modales, c'est-à-dire comment l'espace public peut accompagner, encourager les reports modaux, considérant que l'arrivée du métro, encore une fois, est une petite révolution pour ces quartiers qui sont aujourd'hui tournés et quasi majoritairement orientés vers la mobilité routière et automobile, qui sont aménagés, et Lola l'a bien montré tout à l'heure avec les photos d'espaces publics autour des gares, qui sont aménagés en fonction. Donc comment on va faire pour que le métro, qui est plutôt comment dire, compatible avec des modes plus doux et plus actifs comme le vélo, comme la marche et aussi comme le bus, comment on va faire au travers de l'espace public pour que l'arrivée du métro engendre une véritable transformation dans les mobilités en Île-de-France. Ça suppose d'aménager le sol différemment, de donner plus de place aux piétons, mais certainement aussi beaucoup plus de confort de déplacement et de lisibilité. C'est des sols beaucoup plus horizontaux, avec moins de ruptures, plus confortables aussi en termes de revêtement, plus amènes et aussi plus agréables en termes de paysage, notamment. Il y a une autre série de principes qui parlent justement de la question des sols et de la manière dont on donne du confort, je viens de le dire, de la liberté, de la continuité au parcours piéton, mais aussi dont on organise les différentes fonctions et usages sur ces espaces publics. Notamment, on s'est dit qu'il y avait une certaine importance à faire en sorte que ces lieux très intenses que vont être les quartiers de gare puissent faire cohabiter de manière assez équilibrée un ensemble d'usages. Des usages de mobilité, certes, mais pas seulement. Peut-être que demain, la place de la gare devient une place de marché. Peut-être que on peut y développer des usages sportifs et certainement en tout cas qu'il faut que ces espaces publics autour des gares ne soient pas que des espaces de mobilité mais aussi des espaces où on peut se reposer, s'arrêter entre un métro et un bus par exemple, converser, c'est-à-dire que ces espaces publics ne soient pas que des espaces où on court après un bus, où on se déplace, où on est dans le flux, mais aussi des espaces où on peut séjourner. Il y a aussi une des questions qu'on a traitées, là je passe sur la deuxième colonne, on est plutôt dans les principes 20, 21, 22, qui est celle de l'évolutivité. En réalité, l'arrivée du Grand Paris Express, loin d'être la fin d'une histoire, va plutôt être le début de quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir de l'arrivée du métro, c'est des pratiques urbaines qui vont arriver
naître, c'est peut-être des nouveaux habitants ou des nouveaux travailleurs qui vont venir dans des quartiers. C'est des nouvelles constructions, des nouveaux projets urbains qui vont voir le jour. Et donc, finalement, c'est assez difficile aujourd'hui, dans les années 2020, de prédire ce que seront les besoins, ce que seront les pratiques des franciliens dans les années 2030, 40, 50, puisque bien sûr, quand on construit quelque chose, on le construit pour le long terme. Et donc, on a insisté dans ce guide pour que les espaces publics et la manière dont ils étaient conçus ménagent des marges de manœuvre, soient évolutifs, permettent finalement, dans le futur, d'être réinterrogés, d'être réadaptés, sans forcément être remis en cause fondamentalement et être retransformé dans le dur. Donc ça suppose parfois aussi de déconnecter le mobilier qui est amené à évoluer du sol, qui est quelque chose de plus pérenne dans l'espace public. Un autre sujet, j'en parlais un peu tout à l'heure, la question du séjour, mais peut-être plus généralement de l'hospitalité de l'espace public. Effectivement, ces lieux de mobilité, aujourd'hui dans le Grand Paris, ont tendance à être parfois très durs ou assez inconfortables, en tout cas pour ceux qui ne sont pas concernés par l'intermodalité. Et donc, toute la question est de faire en sorte que ces espaces soient inclusifs, soient confortables pour l'ensemble des usagers, et puis aussi qu'on pense au confort pendant les travaux, parce que ces travaux vont être longs, et on peut parler des travaux d'aménagement du Grand Paris Express qui nous emmènent jusqu'en 2030, mais on peut penser aussi à tous les autres travaux qui vont avoir lieu en parallèle et après l'arrivée du métro. Lola parlait de projets urbains et de ZAC tout à l'heure. On peut s'imaginer en tout cas que le projet du Grand Paris, pas seulement du Grand Paris Express, mais du Grand Paris, est un projet qui met en mouvement la métropole pendant plusieurs décennies. Et donc, la question est aussi de savoir comment on fait en sorte que ces moments de travaux ne soient pas des parenthèses, mais aussi des moments de vie d'un territoire. C'est-à-dire qu'on fasse en sorte qu'on puisse, pendant les travaux, vivre confortablement, pratiquer confortablement certains espaces publics, retrouver des zones disponibles en marge du chantier, etc. Et puis on en vient peut-être à la dernière série de principes qui commence plutôt autour du principe 30 et jusqu'au 40, qui concerne, je dirais, la question écologique et paysagère. Effectivement, l'espace public a sa part de réponse à apporter à la crise environnementale qui concerne nos métropoles. Et de manière générale, la planète, mais plus spécifiquement le mode de vie citadin et métropolitain. Alors, on pense tout de suite, par exemple, alors les canicules sont loin de nous cet hiver, mais aux effets d'îlots de chaleur urbains. On pense à la question de l'infiltration des eaux. On pense à la crise et à l'effondrement de la biodiversité, à une somme finalement d'indicateurs et de sujets qui sont extrêmement préoccupants et auxquels les projets de transformation urbains doivent apporter des réponses. Alors, dans les projets d'espace public, on a essayé de le traiter et dans le référentiel selon différents aspects. Il y a effectivement la question du confort d'été, donc du confort climatique. Ça suppose de planter très largement, de faire en sorte qu'on puisse apporter de l'eau, aussi de l'élément hydraulique dans les espaces publics, ombrager, trouver donc des solutions pour apporter de l'ombre, quoi qu'il en soit. Il y a la question évidemment de la biodiversité et de ce que l'on a appelé les milieux naturels vivants. C'est évidemment très lié au système planté, mais de manière très qualitative, et donc il ne s'agit pas juste de planter pour planter, et dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, c'est la pleine terre,
de la multiplication des strates plantées. Donc ce ne sont pas que des arbres qui sont plantés dans des fosses de plantation et entourés d'espaces minéraux, mais il faut donner les conditions de constitution d'un milieu naturel avec des strates hautes, des strates basses, des strates intermédiaires qui font que ces milieux seront permettront l'installation de processus écologiques et d'une multiplicité d'espèces vivantes. Planter des arbres de manière donc très généreuse et c'est une question difficile quand sous l'espace public des réseaux, des salles souterraines qui sont liées au métro passent, mais je crois que là-dessus il y a une vraie ambition qui est portée par ce référentiel et par la Société du Grand Paris, qui est de rechercher la pleine terre et de planter très généreusement. Il y a la question du réemploi et du rôle et du rapport à l'existant. On pense on a beaucoup insisté là-dessus, sur le fait que ce métro s'installe dans des situations qui préexistent très, très clairement, dans la ville constituée. Et donc, il faut faire en sorte et se prémunir, se prévenir une tentation de tabula rasa, c'est-à-dire de repartir d'une feuille blanche. Souvent, les gares s'installent sur des espaces publics qui existent déjà et on peut peut-être faire en sorte de réemployer, de réutiliser ce qu'il y a déjà sur site. On a parlé par exemple des terres excavées avec des innovations qui ont été menées par la Société du Grand Paris de ce point de vue-là sur la manière dont on pourrait innover et retrouver l'usage des terres qui sont sorties du sous-sol francilien. Mais il n'y a pas que ça, il y a tous les matériaux de revêtement qu'on pourrait recycler, le mobilier urbain, etc. Et de manière générale, ça nous emmène à la question de l'énergie grise et de la neutralité carbone, c'est-à-dire quelles dépenses et quelles émissions, donc quel impact vont avoir tous ces travaux. L'idée du projet, de manière générale, et du projet d'espace public plus particulièrement, je pense, c'est de se poser la question, non pas des performances à terme, mais aussi du cycle de vie, de toutes les émissions et de toute l'empreinte environnementale qui est générée par les travaux. Ça pose la question, effectivement, d'un contrôle des matériaux qui sont embarqués dans le projet des matériaux de revêtement, par exemple, de leur provenance, de la manière dont ils sont produits. On parle par exemple de bois avec des forêts éco-gérées. On parle de pierres, mais qui seraient des pierres qui viendraient de France. On parle par exemple de revêtements bitumineux, mais avec des nouveaux procédés qui permettent d'utiliser des matières renouvelables ou recyclables, etc., etc. Vous voyez, ça fabrique un corpus de principes qui sont, je dirais, un peu menés par les 5 premiers, que j'ai volontairement laissés un peu pour la fin, qu'on a appelés des principes de méthode ou de démarche, qui racontent un peu comment les 2 cibles de notre document référentiel, que sont les maîtres d'ouvrage, donc les collectivités territoriales principalement, et les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire les architectes, les paysagistes, les urbanistes qui vont développer les projets d'espace public, comment donc ces deux types d'acteurs vont se saisir du référentiel et vont travailler ensemble avec le public, avec les parties prenantes, les citoyens, en faisant en sorte de bien comprendre l'existant, les usages qui sont déjà en place, et faire en sorte que ces usages soient maintenus, mais que de nouveaux usages puissent aussi exister, qu'on puisse faire en sorte également de tester et de réexaminer, de réévaluer et de faire évoluer peut-être le projet d'espace public dans le court terme après son ouverture pour qu'il soit plus adapté aux besoins. Et puis enfin, de faire en sorte que la manière dont on dessine l'espace public ne fiche pas une vision totalement arrêtée pour le futur. Voilà, donc j'ai fait le tour un peu de ce qui constitue le cœur du référentiel. À cela s'ajoute à la fin des pages qu'on a appelées les ouvertures, mais qui tentent de replacer ce projet de l'espace public du Grand Paris Express dans un ensemble de problématiques et d'enjeux, je dirais, qui sont d'ordre
sociétaux, civilisationnels, environnementaux, c'est-à-dire d'ordre beaucoup plus généraux. Et puis, un autre pan du document, qu'on a appelé la feuille de route, explique comment finalement les acteurs vont travailler, quelles sont les étapes de mise en place d'un espace public. Voilà, je crois avoir à peu près fait le tour un peu du travail et de l'ouvrage et des principales idées et messages qu'il contient. Oui, très bien, merci beaucoup pour votre réponse plus que complète. Du coup, donc, vous avez pas mal répondu aux questions qu'on comptait aborder donc, dans cette deuxième partie qui, je le rappelle, concerne la place type oui, le type des places qu'il y a autour des gares du Grand Paris Express. Donc, vous nous avez correctement défini les séries de grands principes, les 40 grands principes donc, d'aménagement pour ces places-là. Vous avez également abordé les problématiques écologiques qui vont être intégrées directement dans l'aménagement des places. Je voulais revenir peut-être sur un point que vous pourriez peut-être préciser, puisqu'on part d'un constat qu'il existe une répartition inégale de la ville, donc un accès inégal à la ville et aux espaces publics, que ce soit pour tout type de personnes appartenant à des minorités, que ce soit la minorité de genre ou autre. Et comment est-ce que vous comptez concrètement et pratiquement pallier à ces problématiques-là d'accès inégal à la ville? La question est à la fois extrêmement pertinente et très difficile à répondre parce que je crois que, et d'ailleurs peut-être que ça pose une question même de manière plus générale, je crois qu'il n'existe pas de solution toute faite pour traiter de ces questions-là, puisqu'il s'agit en réalité de comprendre des processus je dirais, d'ordre anthropologique et sociaux, qui sont eux-mêmes complexes et qui sont très spécifiques à plein de quartiers. Donc nous, notre réponse, elle est un peu contenue plutôt dans les premiers principes, elle est plutôt d'ordre méthodologique en quelque sorte. C'est-à-dire pour faire en sorte que chacun ait sa place dans la ville, il faut avant tout comprendre la place de chacun, l'observer, essayer de comprendre peut-être, oui, la manière dont les espaces publics, certains espaces publics peuvent être plus ou moins genrés dans leur occupation, la manière dont certains groupes sociaux peuvent plus ou moins prendre place dans l'espace public, pour tenter aussi de déconstruire, de décrypter ces situations et peut-être d'y trouver des réponses dans le projet d'aménagement, même si je pense que le projet d'aménagement ne peut pas toujours avoir des réponses parce qu'en réalité c'est pas forcément la forme qui dicte ces phénomènes-là. Une fois dit ça, je pense cependant et pour me contredire un peu, que de manière plus générale, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je crois qu'il faut qu'on se batte en tant que comment dire, qu'acteur de la ville, et qui est une tentative ou une tendance à la fermeture des espaces publics, à leur privatisation, à des aménagements sécuritaires notamment. Et donc, on peut se dire que dans le mobilier urbain, dans la manière dont les sols sont aménagés aussi et qui peuvent exclure certaines catégories d'usagers, et notamment les plus fragiles, les plus faibles, les personnes âgées, les personnes qui sont dans des fauteuils roulants, etc. Il y a quand même des solutions pour faire en sorte que l'espace public soit plus inclusif. Et ça, je pense qu'on y répond très largement dans les principes qui parlent du mobilier et du sol. Voilà, donc c'est une réponse un peu en mi-teinte, c'est-à-dire à la fois il faut être très contextuel et il faut analyser les situations et il n'y a pas de solution toute faite. Et en même temps, quelques solutions un peu universelles peuvent permettre de faire en sorte que les espaces publics soient plus inclusifs. Mais je reviens sur peut-être la définition de place type, parce que je crois que c'est une question aussi que vous aviez en tête. Si je peux me permettre juste de compléter sur l'accessibilité, parce que c'est vrai qu'on en a débattu beaucoup quand on a élaboré le référentiel de est-ce qu'on
On parle d'accessibilité ciblée, comme tu as dit, genrée, de réflexion de l'espace public au travers du sexe, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. On a préféré, notamment parce qu'il y a des territoires et qu'on draine avec le référentiel une réflexion sur les espaces publics à l'échelle de la métropole, ce qui est énorme, avec des populations et des usages locaux très différents. On a préféré parler d'accessibilité universelle. Par contre, après avoir dit ça, il faut savoir que dans notre travail sur les pôles d'échange, on a quand même un travail assez prononcé pour focaliser l'aménagement des espaces publics, en tout cas ce qui soit effectivement accessible aux personnes en situation de handicap, pas forcément au titre de la loi, mais en allant un peu plus loin dans la prise en compte de ces populations, et on va même jusqu'à faire ce qu'on appelle des commissions accessibilité, c'est-à-dire que quand on a les scénarios d'aménagement, comme je vous ai montré sur la Courneuve-Six-Routes, on peut aller rencontrer les acteurs locaux, ces populations locales, pour qu'elles nous donnent leur avis sur le dessin d'aménagement qu'on a prévu à ce stade, pour nous dire si, tout handicap confondu, ça leur semble cohérent, etc. Donc c'est un travail qu'on mène quand même localement, en tout cas sur ces populations en situation de handicap, qui est assez concrète. Oui, mais d'ailleurs ce que tu dis, Lola, m'amène à dire, parce que j'ai l'impression un peu la problématique de la discussion d'aujourd'hui, et vous parliez de plastique tout à l'heure, c'est aussi ça, c'est un peu le rapport entre, non pas un schéma directeur, mais peut-être une vision métropolitaine, c'est-à-dire une vision globale d'ensemble, un certain nombre de choses qui pourraient être communes aux 68 espaces publics, et puis, d'autre part, un certain nombre de conditions qui sont extrêmement locales et qui sont aussi nombreuses qu'il n'y a de quartiers de gare. Et je crois que c'est un sujet que régulièrement on s'est posé. Il y a certaines des personnes avec qui on a pu discuter au tout début de cette étude qui en fait imaginaient que finalement le rôle de cet ouvrage, de ce référentiel, serait de déterminer très fortement ce que serait la place de la gare, autour de la gare, presque comme quelque chose qui serait dupliqué 68 fois, en tout cas, qui serait assez uniforme, assez homogène, peut-être avec des matériaux ou des formes ou des dessins qui seraient identiques. On a très vite, finalement, on est très vite arrivé à la conclusion un peu collective que c'était certainement pas la bonne manière d'aborder les choses. Tout simplement, et vous le verrez dans l'ouvrage aussi, il y a de très belles photos du photographe Sylvain Dufart qui le montrent, parce que les paysages et les situations sont infiniment riches et variés, et qu'il n'est pas du rôle de l'espace public de venir finalement contredire cette grande diversité. Les paysages, les situations, les conditions, les groupes sociaux, bon, voilà, et puis la manière dont ces territoires sont gérés, tu l'as dit Lola, par des collectivités qui n'ont pas les mêmes points de vue aussi sur les lieux sur lesquels ils interviennent. Et donc je crois que la réponse un peu, et la manière dont on est sorti de ça, et dont on a, la réponse qu'on a donnée à travers l'ouvrage, et peut-être Lola, tu pourras me compléter, c'est de dire en fait que ça n'est pas vraiment une uniformité qui est à chercher, mais plutôt une sorte de communauté de pensée, de démarche, de conception, et de niveau d'exigence et de qualité qui serait identique. C'est-à-dire que si on peut souhaiter quelque chose de commun à ces 68 gares, c'est qu'elles se hissent toutes à un niveau de qualité assez proche, et qu'elles répondent avec chacune leurs propres moyens et leurs propres solutions. Et d'ailleurs, le guide ouvre énormément de solutions. C'est une sorte de boîte à outils comme ça, à l'attention des concepteurs, dont ils peuvent se saisir ou pas. Mais en tout cas, détermine plutôt des objectifs communs que devraient tenter de suivre les 68 projets d'espace public. Donc c'est ça, je crois, un peu la réponse entre vision métropolitaine et concrétisation locale. Ouais. Excuse-moi, Lola.
Et non, mais après, en plus, je vais vous laisser la parole, mais je pense qu'en plus, on a basculé dans la troisième problématique, qui est comment effectivement on contextualise, etc. Mais c'est vrai qu'il y a deux choses au niveau local. Il y a quand même le côté un peu aride de respect d'un programme, c'est-à-dire que on se doit autour d'une gare d'avoir un programme, vous avez bien compris, de mobilité. Donc, il nous faut un certain nombre, il y a des bus, il y a des vélos, et il y a des règles. C'est-à-dire que Île-de-France Mobilité, il y a des règles pour implanter des vélos autour d'une gare. Par exemple, les vélos doivent être à moins de 70 mètres d'une gare. Donc, il y a quand même un cadre, des règles pour ce programme. Mais le programme en tant que tel est très différent d'une gare à l'autre puisque ça dépend du nombre d'entrants et de sortants d'une gare. C'est-à-dire qu'en fonction de la grandeur, vous parliez tout à l'heure d'une étudiante qui travaille sur les petites gares, peut-être que c'est quelque chose qu'elle a observé et ça paraît totalement compréhensible. C'est-à-dire qu'il y a des gares de dimensions différentes avec des flux d'usagers différentes et donc ce programme en mobilité va être différent. Par contre, on doit le prévoir, il y a une quantification qui est assez réglementée et un dispositif à implanter aussi assez réglementé. Après, il y a effectivement le référentiel des places et c'est exactement ce que dit David. Nous, l'objectif, c'est qu'il y a quand même des territoires qui sont géographiquement, politiquement, qui ont des partis pris d'aménagement très, très différents. On a fait ce référentiel justement pour essayer d'avoir une certaine quand même culture commune, de cohérence, mais en fait, c'est un souhait de qualité de traitement. Donc, on ne dit pas à un concepteur, vous allez devoir avoir un sol noir, où vous allez devoir mettre tel type d'éclairage, où vous allez, etc. On va lui dire plutôt, vous devez nous garantir une continuité des aménagements, une continuité des circulations piétonnes. Il faut que les pôles d'échange soient à la fois disponibles pour, bien sûr, les voyageurs, mais pas que, parce qu'il y a aussi des habitants des villes. Donc, il faut que les espaces publics soient disponibles pour les usages aussi de la ville. Et comme l'a rappelé tout à l'heure, et c'est les ambitions du référentiel, qu'on a un travail aussi sur la conception évolutive des espaces publics. Donc, c'est plutôt des grandes lignes directrices. Et c'est ce que vous dites, TVK a souvent dit, c'est-à-dire que ce n'est pas des recettes préétablies, en fait. Il y a plusieurs ingrédients et après, les concepteurs vont devoir se les approprier. Et d'ailleurs, le but, c'est de ne pas brimer des concepteurs. On sait qu'ils n'aiment pas vraiment ça. Et donc, c'est qu'ensuite, chaque territoire, selon sa sociologie, sa géographie, etc., puisse s'approprier ce programme et ces modèles, disons, de conception pour ensuite imaginer ces espaces publics. Donc, on a bien des dispositifs, des règles, des cadres, mais qui ensuite se contextualisent. Et on a en fait, on se le rend compte en travaillant sur le Grand Paris Express, c'est que chaque gare est un cas particulier. Et donc, c'est assez compliqué, mais aussi c'est aussi ce qui fait la richesse de la métropole. Et juste pour revenir sur un mot de vocabulaire, on a appelé le référentiel Place du Grand Paris. C'était un peu pour rappeler le dispositif aussi des places parisiennes. Alors, il ne faut pas vraiment le dire, mais c'était pour avoir cette cohérence, en fait, place parisienne, place grand parisienne. Donc, c'est quand même pour montrer qu'il y a une cohérence territoriale. Mais c'est surtout dans l'idée de faire de la place, de générer de la place à la sortie d'une gare. Ce travail entre mobilité et espace public, pas tant effectivement dans le côté typologie urbaine, on n'aura évidemment pas 68 places et comme tu l'as dit David, on aura des fois on n'a que des bouts de trottoir, on a des carrefours, etc. Et puis bien sûr parce que c'était un mot un peu plus valise aussi et communicant. Voilà. Oui, désolé, j'ai un peu mordu sur la suite, mais non, c'était une belle transition. Alors, on va peut-être passer à la dernière partie qu'on avait en termes de questions, puisque du coup... Excusez-moi de vous couper, j'ai une question. Je suis Alice Chrétien et je rédige mon mémoire sur les gares du Grand Paris Express. On parle, si je peux me permettre de vous couper, je suis désolée. Je ne suis pas partie du cours, mais voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Déjà, merci beaucoup pour vos interventions, elles sont très intéressantes. Et j'avais une question, donc peut-être plutôt sous la casquette de Monsieur Hénon et sa casquette d'architecte. On parle de l'espace public et de sa conception, de sa fabrique. Mais une question un peu plus large, à votre avis, comment doit s'opérer la transition donc, de cet espace public de la gare jusqu'au quai? Est-ce que pour vous, on peut intégrer la gare dans cette notion d'espace public?
Ou est-ce que pour vous, l'espace public s'arrête aux portes de la gare? Quelle vision aussi on peut élaborer autour de l'évolutivité de ces gares, de leurs fonctions, de leurs usages? Voilà, c'est plutôt une question autour de la gare en elle-même et non ses alentours. Voilà. Non, mais je crois que oui, je pense que vous avez raison de poser cette question parce qu'évidemment, le parcours de l'usager ne s'arrête pas quand il ouvre la porte de la gare ou quand il en sort. Donc, on peut considérer que l'espace public, en réalité, oui, il nous amène, ou en tout cas qu'il y a une continuité de sol. Je ne sais pas si c'est de l'espace public, mais de sol public et de sol à parcourir, qui effectivement part du quai, du métro et nous emmène jusque dans la ville d'ailleurs et dépasse très largement, je pense, l'espace public de la gare. Donc je crois que oui, vous avez raison. Dans notre cas, peut-être que Lola le raconterait mieux que moi. Finalement, le montage était un peu différent et la question ne nous était pas directement posée, à savoir que la réflexion sur la gare avait déjà été réalisée auparavant, parce que pour lancer le chantier, il fallait prendre de l'avance de ce point de vue-là. Donc la réflexion sur les espaces publics est venue un peu après, une réflexion qui avait déjà amorcé sur la gare, et notamment qui avait fait travailler Jacques Ferrier, l'architecte Jacques Ferrier, autour d'un concept qu'il avait mis en place qui s'appelait la gare sensuelle, et notamment qui parlait, je me souviens de dessins un peu en coupe qui montraient la fluidité des parcours, notamment de parcours ascensionnels, parce que c'est parfois jusqu'à 50 mètres qu'il va falloir monter entre le quai et la surface. Donc la fluidité des parcours comme ça qui amène jusqu'à l'espace public. Donc il est évident que l'espace public doit être à niveau, doit se caler, se régler très finement par rapport au sol de la gare. Voilà, nous on a repris et prolongé en quelque sorte la réflexion de Jacques Ferrier de ce point de vue-là. Et puis on s'est surtout questionné sur ce que ça amenait une fois que finalement on avait dépassé la gare et qu'on était maintenant que la question était de se diriger vers la ville, quoi. Je ne sais pas si je réponds totalement à votre question, mais parce qu'en fait, on l'a, voilà, enfin, à la fois, elle est bien posée et en même temps, nous, on l'a pas expertisé concrètement puisque ça n'était pas notre mission, tout simplement. Oui, c'est ça, oui. Non, c'était vraiment pour avoir votre avis sur cette question de potentialité de la gare, en fait, comme lieu d'interaction et donc finalement comme espace public, si on peut élargir. Voilà. Et j'avais une autre question aussi, donc plutôt peut-être excusez-nous, il y aurait une petite séance de questions-réponses après. Ah, pardon. Ok. Non, désolé, c'est que je connais pas du tout le cours, donc je savais pas trop. Oui. Non, il n'y a pas de souci pour reprendre le fil Ok. du débat. Après, votre question est assez bien intervenue tout de même, puisqu'elle a assez bien introduit notre troisième partie qu'on voulait mettre en place pour la dernière partie du débat. Alors, c'était notamment tout ce qui était en rapport avec la prise en compte des aspects locaux, du contexte local, notamment dans la création des gares du Grand Paris. Et à ce niveau-là, du coup, on avait notamment une question, parce que vous avez quand même assez bien introduit le fait qu'il y avait des jeux d'acteurs, des contextes locaux différents à chaque fois, et que les 68 gares ne se ressemblaient pas forcément d'un point de vue architectural, urbain, etc. Mais on avait une question notamment par rapport à la notion de paysage que vous avez abordé aussi, Monsieur Aignan, au travers de votre présentation du guide en détail. Alors, c'est vrai que la notion du paysage, elle a pas été, enfin, on la retrouve pas forcément dans une des thématiques centrales, à la fois dans les discours, etc., dans tout ce qui est en rapport avec le projet des espaces publics autour du Grand Paris. Et il y avait un auteur justement qui avait sorti un ouvrage l'année dernière, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Jacques Deval,
qui est un architecte paysagiste qui avait sorti un bouquin l'année dernière qui s'intitule Paysage, art et métropole. Et dans cet ouvrage, il évoque, il fait une sorte de critique sur le projet du Grand Paris en général, en invoquant notamment le fait qu'il y aurait une espèce de déni de paysage qui caractériserait les nouveaux aménagements dans la métropole parisienne, à la fois dans tout ce qui est en rapport avec les programmes immobiliers, dans tout ce qui est en rapport avec les espaces publics qui vont être mis en œuvre, construits autour de ce projet-là. Et voilà, ça posait aussi la question de l'harmonisation des paysages urbains, notamment autour des gares du Grand Paris Express, puisque voilà, chaque gare va être concernée par un projet urbain. Et voilà, cet auteur s'interrogeait sur la place qu'on accordait au paysage dans les projets urbains en rapport avec le Grand Paris. Et je voulais savoir si vous aviez éventuellement, si déjà vous connaissiez cet ouvrage et si vous aviez également un regard par rapport à cette notion de paysage et cette critique éventuelle que peut prononcer cet auteur en rapport avec les projets du Grand Paris. Alors non, je connais pas cet auteur et cet ouvrage. Je crois qu'il a raison d'alerter, en tout cas sur l'importance du paysage comme quelque chose de constitutif de la métropole et qui devrait être constitutif d'un projet métropolitain. Et effectivement, en tout cas aujourd'hui dans la métropole, il y a des pièces de paysage monumentales ou infimes, mais qui ont une valeur extrêmement importante et qu'il s'agit de sauvegarder et de mettre en valeur. Je ne crois pas qu'on puisse, en tout cas, faire le procès à notre travail du point de vue du paysage. Je crois que dès le départ, la commande de la Société du Grand Paris, c'était de constituer un groupement dans lequel des paysagistes et des écologues seraient présents, de faire en sorte que les lieux de mobilité soient aussi des lieux de paysage et d'aménité. Et je crois que cela est bien traduit dans le guide parce que des principes de paysage, il y en a beaucoup, que ce soit des principes de grande échelle qui essayent de faire en sorte que le projet d'espace public autour des gares contribue à à reconstituer des maillons et des continuités vertes, des trames vertes, des parcours, etc. Donc à la grande échelle, mais aussi qu'ils soient des projets de paysage à proprement parler, d'espaces publics paysagers, très plantés. Donc je crois qu'à toutes les échelles, la question du paysage est introduite. Je pense que peut-être que Lola nous racontera la manière dont elle est reçue d'ailleurs dans les collectivités. Une des choses qu'on a en tout cas beaucoup dites, c'est que, alors bien sûr, le métro est accompagné aussi par une manière de transformer la ville et de la densifier, on ne peut pas le nier. On va pas revenir sur cette question, c'est le contexte même et l'origine même du projet. Il faut effectivement être vigilant et faire en sorte de garder des espaces disponibles. Nous, on a écrit un principe qui s'appelle faire de la place justement pour cette raison, c'est-à-dire il est important que dans les espaces publics, il y ait des espaces disponibles pour le paysage certes, mais aussi pour les usages, pour des choses qu'on n'aurait pas prévues aujourd'hui. Donc je crois que voilà, c'est effectivement un enjeu. Oui, Lola, peut-être que tu nous donneras aussi ton regard un peu plus renseigné par je dirais, les contextes locaux, non ? J'ai l'impression que ce soit j'ai l'impression que la critique de cet architecte, effectivement, était à l'échelle métropolitaine et faisait une espèce de fusion de l'ensemble des projets. Donc ça, c'est vrai que j'aurais du mal, et comme tu l'as dit, David, à répondre à cette échelle-là, mais peut-être que la critique est... c'est important, en tout cas, d'amplifier ce sujet-là à l'échelle de l'ensemble des aménagements. Alors, c'est vrai que nous, je ne veux pas dire qu'on est exemplaire, mais c'est vrai que dans le référentiel des places, et donc qui sera un outil de conception, on a quand même une dizaine de principes d'aménagement qui parlent de la végétalisation, de l'assainissement des espaces publics, etc. Enfin, des notions assez fortes. Et l'objectif, c'est quand même de les pousser beaucoup auprès des territoires. C'est-à-dire que nous,
on va avec notre référentiel sous le bras, présenter ce référentiel donc à chaque collectivité, leur expliquer un petit peu, et on leur dit effectivement que ce sujet du paysage est très très important. Alors beaucoup sont déjà très sensibilisés, mais ont des indicateurs même pour quantifier un petit peu la manière dont ils souhaitent porter ces ambitions et ces aménagements. Mais aussi pour vous dire qu'on a mis en place, alors c'est un peu barbare, mais on a appelé ça une grille de suivi, mais donc c'est juste un outil de suivi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a élaboré les projets, et pour suivre un peu la manière dont le référentiel et donc tous ces principes de paysage vont être assimilés par les collectivités, puis après traduits dans les dessins des concepteurs des espaces publics, on a mis en place un outil qui va nous permettre de suivre la qualité. Et à travers cet outil, on met aussi en place avec TVK une sorte d'indicateur, c'est-à-dire qu'il sera très important pour nous que les collectivités et les maîtres d'ouvrage se posent la question des ambitions qu'ils souhaitent donner à leurs espaces publics, donc sur le sujet de la végétalisation, de l'imperméabilisation des sols, des îlots de chaleur, etc. Et que cette ambition soit respectée du moment qu'elle est décidée jusqu'aux travaux, qu'elle ne soit pas dégradée. Et on va être très attentif à ce sujet. Après, sur tout ce qui est lié à la maîtrise d'ouvrage du Grand Paris Express, bon, bah, c'est un autre sujet. On fait une infrastructure de transport. Il y a aussi beaucoup de contraintes souterraines. Donc, en soi, ce projet de transport n'est pas forcément dans son périmètre strict, n'est pas celui qui peut embarquer le plus, mais en tout cas dans le reste des espaces publics de la métropole qui ne s'arrêtent pas d'ailleurs aux espaces publics des quartiers de gare, hein. Il y a des projets qui sont au-delà des simples 300 mètres ou 800 mètres autour des... Il y a un travail à faire sûrement à l'échelle métropolitaine, mais j'imagine que d'ailleurs l'APUR a commencé ce travail un petit peu de répertoire et va l'amplifier justement l'année prochaine pour nous permettre d'avoir un peu cette vision plus globale. Oui, je pense que c'est important aussi ce que vient de dire Lola, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, le référentiel, il n'est pas là juste pour se donner bonne conscience ou pour privilégier des solutions un peu cosmétiques de paysage, c'est-à-dire on va planter 3 arbres et puis on aura résolu le problème. Je crois que d'une part, les principes, ils évacuent un peu tout ce qui est de l'ordre, un peu de l'apparence et du greenwashing pour se concentrer sur la question des qualités écologiques et des services écosystémiques rendus par le paysage. Donc on est vraiment plutôt dans une version de l'écologie qui est un peu hard, quoi, qui est réfléchie au rôle du paysage dans la ville, et notamment en termes de climat et d'écologie. Et d'autre part, il y a tout un mécanisme que tu as bien décrit, Lola, qui s'assure que les principes soient bien respectés, et avec la contrepartie financière. C'est-à-dire que si les principes ne sont pas convenablement respectés, les projets ne seront pas subventionnés par la Société Grand Paris. Donc il y a un vrai mécanisme qui fait en sorte que les principes qui ont été écrits ne soient pas juste là comme des éléments de discours pour défendre, pour faire passer un projet, on va dire. Alors oui, ça répond bien. Enfin, vous avez vous avez réagi assez succinctement face à ce regard porté par l'architecte. Alors du coup, par rapport justement à cette importance qu'on peut accorder au paysage, notamment lorsque c'est les collectivités qui imposent qui ont un regard aussi à porter sur ces projets-là. Du coup, je sais que, il y a le regard qui peut être porté par les acteurs locaux, il est assez déterminant aussi par rapport à la notion aux notions qui sont autour du Grand Paris Express, et notamment en ce qui concerne les espaces publics. Alors, je ne sais pas si, comment justement, je sais que vous avez, pardon, je m'égare un peu, mais par rapport justement au fait que le territoire local, il a un mot à dire par rapport justement aux projets qui vont le concerner, en ce qui concerne le paysage, en ce qui concerne les espaces publics, en ce qui concerne voilà, tout ce qui va être en rapport avec
l'arrivée des futures gares. Est-ce que les territoires aussi peuvent influer au-delà du fait qu'ils participent aux réunions de concertation, aux réunions techniques par rapport la mise en place du projet? Est-ce que il peut arriver, alors là je m'adresse plus spécifiquement à Madame Fauconnet, est-ce qu'il peut arriver par exemple que voilà, il y ait des modifications par rapport au fait que les bureaux d'études ont préconisé certains éléments par rapport au projet que vous, enfin au calendrier que vous aviez précisé au départ par rapport au fait qu'il y ait des études de pôle, puis après d'autres éléments qui sont en rapport avec la construction des projets. Est-ce que les territoires peuvent influer justement sur la réalisation des aménagements? À quel degré? Et à quel moment aussi ils peuvent essayer de modifier à un moment donné, s'il y a des aspects qui ne conviennent plus, enfin, qui ne sont plus en rapport avec leurs aspirations, notamment lorsqu'il y a un changement de majorité municipale, par exemple. Alors, je ne sais pas si ma question est assez bien posée, mais... Si, j'ai compris, mais c'est-à-dire que peut-être que j'ai pas été claire au début parce que c'est dans l'autre sens, en fait. C'est la Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilité, au-delà du petit parvis, qu'on appelle, qu'on appelle comme ça, qui est un espèce de parvis technique qui est réalisé avec la gare. Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilité ne seront absolument pas maîtres d'ouvrage. Donc, c'est le territoire qui est pilote des études, c'est le territoire qui mandate un bureau d'études. Nous, on est à côté, on est partie prenante, on subventionne, mais c'est bien sûr la collectivité qui va faire, qui va réaliser. Et donc, c'est la collectivité qui décide. Après, on disait, il y a des règles, il y a un référentiel. Nous, on va venir participer. Évidemment qu'en tant que participation publique et argent public, il faut notre participation rentre dans les clous de ce qu'on demande. Donc, c'est un travail très itératif. Et c'est pour ça que dans le cadre de ces études de pôle, on a à chaque fois, donc on a une espèce de, si je prends l'étude de pôle, hein, mais en fait c'est transposable jusqu'à la réalisation des travaux, pour vous dire un petit peu le degré de discussion. C'est pour ça que souvent c'est très long. On a des études, une phase diagnostique, donc on se rassemble avec tous les techniciens pour réfléchir techniquement au parti pris d'aménagement, et après on va présenter ça aux politiques. Donc à chaque fois il y a un politique ou plusieurs politiques si le pôle d'échange est sur plusieurs collectivités qui vont venir valider à chaque fois. Et à la fin de ces études de pôle, on a ce qu'on appelle une sorte de document, de contrat, en fait, qui lie l'ensemble des parties prenantes. Et c'est quelque chose qui est en tout cas à l'échelle d'un programme. Donc, en tout cas, les politiques ont validé un programme. Est-ce que un changement de municipalité, il peut pas y avoir des révolutions? Si, ça arrive. Après, nous, on est accompagnés au sein de la Société du Grand Paris par des personnes qui sont en lien direct avec les cabinets politiques. Et donc, dès qu'il y a une nouvelle municipalité, et ça a été le cas là pour toutes les municipalités qui ont changé, on va faire ce travail un peu de raconter l'histoire de ce qui a été fabriqué, d'expliquer comment on en est arrivé là. Il y a peut-être des choses qui sont à recaler, mais c'est pour le moment, et on a déjà fait tout ce travail, il n'y a rien qui a été révolutionné. Et puis après, on rentrera dans les phases de conception. Donc, ce sont des process tellement partenariales et qui, avec des validations pas à pas et qui demandent des grosses discussions et des gros sujets souvent très politiques, qu'une fois en tout cas quand les choses sont validées, on passe à l'étape d'après, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir encore des modifications, mais pour le moment, on n'a pas de grande révolution. Mais en tout cas, c'est bien le territoire qui décide, qui est décideur et maîtrise d'ouvrage, et non pas la Société du Grand Paris, Île-de-France Mobilité. Donc, c'est surtout c'est surtout eux qui sont moteurs en fait des aménagements des espaces publics. Nous, on est là avec nos cadres et nos guides. D'accord, eh bien merci pour cette précision-là, notamment en ce qui concerne la place du territoire dans le regard des aménagements. Oui. Alors, on va peut-être passer à la conclusion. Alors, Donc, oui. Donc, nous avons vu avec vous qu'il y avait une véritable ambition de s'occuper de l'espace public autour des gares du Grand Paris, avec une vision d'une mobilité à double échelle, c'est-à-dire la mobilité métropolitaine, mais surtout la mobilité locale autour de la gare. D'où l'importance de s'occuper de cette question de l'espace public autour de la gare. À la question de y a-t-il une place type, la réponse est
qu'il y a vous avez dit qu'il y a des qualités, que vous voulez qu'il y ait des qualités qui soient identiques, mais par contre qu'il n'y a pas de volonté qu'il y ait une place uniforme. Et évidemment, ensuite, il y a tout un jeu avec les acteurs locaux pour définir ces nouvelles places qui sont de toute façon mises en place par eux. Et donc pour finir cette conversation sur les places du Grand Paris, on va finir sur une séance de questions-réponses. Donc, si des personnes ont des questions, qu'elles n'hésitent pas. Alors du coup, oui, peut-être que dans le public, il y a des réactions ou bien des questions par rapport à tout ce qui a été dit, notamment par rapport aux présentations des intervenants ou bien par rapport aux parties qu'on a abordées. Alors s'il y a des réactions ou bien des questions, c'est le moment d'intervenir. On vous laisse la parole du coup. Oui, du coup c'est encore moi avec Alice. C'était un peu en écho avec la question qui a été posée précédemment. En fait, je crois qu'il y a quand même une idée et une sorte d'ambiguïté aussi dans le projet qui réside dans l'idée qu'il y a en fait une gouvernance métropolitaine qui s'applique finalement à une échelle locale. Et sauf que cette gouvernance métropolitaine, elle est bien entendu difficile à mettre en œuvre par cette diversité d'opinions, d'acteurs. Voilà, il y a vraiment un large panel d'acteurs concernés. Et donc ma question, elle serait donc comment sont organisés plus précisément donc ces débats, ces négociations, ces échanges finalement entre la Société du Grand Paris et les collectivités. En fait, quels sont les degrés est-ce qu'il y a des élus qui font l'interface justement entre la Société du Grand Paris? Enfin, comment se déroulent ces échanges-là et ces négociations en fait? On a au sein de la Société du Grand Paris une direction qui s'appelle la direction des relations territoriales, qui gère les relations avec les politiques à tous les élus, à toutes les échelles, qui gère tout ce qui est lié à la gare, l'infrastructure de la gare et surtout les chantiers qui sont en cours, avec notamment aussi une unité riverain qui est en lien, qui reçoit en fait toutes les demandes, doléances, etc. des riverains liés au chantier de la gare. La direction territoriale nous accompagne aussi sur les espaces publics. Et donc, on a des échanges en fait, soit officiels, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, pour valider des éléments. Donc, on va avoir un politique avec tous les partenaires qui valident des partis pris pour les espaces publics, des partis pris d'aménagement. Et puis souvent, il y a ce qu'on appelle des préparations à ces comités de pilotage. On les appelle les comités de pilotage. On a des préparations où on va voir, avant ces comités de pilotage, le ou la maire pour présenter le projet pour que les choses soient acceptées en séance en comité de pilotage. Donc, il y a tout un travail, effectivement, officiel et aussi si on peut dire officieux, de relationnel politique. Et donc, on a des directions des relations territoriales qui est divisée en départements. On a la direction des relations territoriales du 93, du 94, du 92, du 78, qui ont chacun en gestion un périmètre politique. Et c'est eux qui font le pont entre l'avancement technique, et donc dès qu'il y a un blocage ou un arbitrage, le politique et le fait qu'on puisse poursuivre ensuite. Sinon, on appelle ça un blocage et on attend que les discussions se terminent, les arbitrages soient pris pour pouvoir continuer ou amender le projet en fonction des négociations. Ok, merci pour votre réponse. Alors, est-ce que peut-être, Monsieur Hénon, il y a peut-être une précision ou un élément de complément que vous voulez apporter par rapport à la question ou à la réponse? Non, pas vraiment. Je crois que Lola a bien raconté, et puis c'est surtout son rôle. C'est la Société du Grand Paris qui, effectivement,
est en charge de l'articulation avec les territoires, quoi, entre un projet métropolitain et les territoires dans lesquels il s'installe. Donc non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Alors, est-ce qu'éventuellement dans l'auditoire, il y aurait une autre question, ou bien une réaction par rapport à tout ce qui a été dit et à la présentation en général? Non, pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que... Moi, j'ai une autre question aussi, mais c'est plutôt Ah, général sur le projet. Peut-être pour conclure. Est-ce que vous pensez que ça va être réalisé dans les temps, premièrement, et est-ce que, on parlait du budget tout à l'heure, est-ce que ce budget, il va être plus ou moins respecté ou pensez-vous qu'il est difficile à mettre en œuvre et qu'on va complètement exploser voilà. C'est plutôt votre avis. Bon, c'est une question un peu qui pose beaucoup de questions, je pense, mais voilà, votre avis m'intéresse sur ça. Alors, je pourrais absolument pas vous donner mon avis personnel parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne et je ferai un double joker. C'est dommage que j'ai pas de buzzer. On a, comme dans toute société, donc où il y a des directions, des relations territoriales, on a un directoire qui prend des décisions. Pour le moment, il n'y a pas d'informations supplémentaires que moi, Lola Fauconnet, à mon stade, je puisse vous transmettre aujourd'hui. Voilà, ça marche pas comme ça. Et soit je n'ai pas cette information, parce que elle est descendante, évidemment, et donc je ne suis pas... Si elle n'est pas venue, c'est qu'elle n'existe pas encore. Et puis après, il faut nous donner l'autorisation de pouvoir parler de ce genre de choses. Donc, c'est des informations qui deviennent officielles. Ce qui n'est... Donc, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Ok, c'est pas grave. Pas de souci. Mais c'est ce qu'on oppose tout le temps. Hein, mais... Si on élargit en dehors du Grand Paris Express plus particulièrement, on peut se dire que le projet de transformation du Grand Paris qu'engage l'arrivée du métro, il est loin d'être terminé parce qu'après, c'est des tramways, c'est des services bus qui vont se réorganiser. Enfin, finalement, la transformation métropolitaine, elle est beaucoup plus vaste. C'est une manière un peu de noyer le poisson, mais et peut-être d'ouvrir la question. J'aurais dit oui. Enfin, ça n'apporte pas non plus beaucoup de fonds pour aujourd'hui, quoi. C'est pas le sujet. Mais c'est une question qui intéresse beaucoup. Oui, Madame Fauconnet. Oui. Je vais vous poser une question. Je trouve que vous pouvez peut-être plus nous expliquer un peu votre rôle, vous, au sein de la Société du Grand Paris. Oui, bah alors moi, si je reprends, donc déjà j'ai une formation d'urbaniste. Je suis arrivée à la Société du Grand Paris en 2017. Avant, je travaillais en cabinet politique. C'est juste pour que vous compreniez un peu mon parcours. Donc, je travaillais pour le maire du 11e et puis après le maire du 13e. Donc, j'étais conseillère en cabinet politique sur les sujets d'urbanisme, de transport et d'espace public. Et puis, j'ai voulu changer. Donc, je suis arrivée à la Société du Grand Paris en 2017. Et donc, je travaille à l'unité espace public et intermodalité qui suit l'ensemble des aménagements des espaces publics autour de chaque gare. Donc, on est 5 ou 6 et on se répartit un portefeuille de pôles d'échange. Chacun suit ses pôles d'échange. Et cette unité espace public intermodalité fait partie d'une direction qui s'appelle la direction des gares et de la ville. En fait, comme vous le savez, il y a eu un rapport de la Cour des comptes il y a maintenant de ça 2 ans, je crois, avec justement des calendriers recalés, des retards et un budget. Et il a été dit que la Société du Grand Paris était sous-staffée, ce qui fait que c'est un travail qui est en train de mener la Société du Grand Paris. Donc, on est en train d'embaucher énormément. Donc, on va passer de 200 et quelques à plus de 1000.
Donc là, c'est en cours, on est déjà plus de 700. Et donc, dans cette réorganisation, cette direction des gares et de la ville a été créée pour rapprocher un peu tous les métiers qui sont liés à la ville. Donc, il y a à la fois cette unité espace public et intermodalité qui s'occupe de la mobilité, des espaces publics, entre autres. On a une direction qui s'appelle ACDC, donc qui s'occupe de l'architecture, de la culture, de la création et du design, en gare, mais aussi à l'extérieur des gares. On a l'unité qui s'appelle DEVU, développement urbain, qui s'occupe surtout du développement des projets immobiliers sur le foncier acquis par la Société du Grand Paris. Et on a la direction USPV, unité service parcours voyageurs, qui s'occupe du service, des sujets du commerce en gare et des services en gare et du parcours du voyageur à l'intérieur de la gare. Voilà. Et donc, mon rôle, c'est de suivre ce que je vous ai décrit au préalable, les études de pôle, la phase de conception. Donc, on a une relation très, très privilégiée avec les collectivités. Mais on travaille aussi en interne énormément avec la direction du développement urbain et aussi la direction des lignes qui est en charge des lignes. Donc, on est souvent en trio entre moi, les espaces publics, la personne qui est en charge de la construction de l'infrastructure et de la gare, et la personne en charge du développement du projet immobilier. Et tout ça en lien avec les techniciens de chaque collectivité et leur politique. Et peut-être, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose, mais peut-être juste Ici, il doit y avoir une question, il me semble. Ah non, je croyais que vous avez le même. D'accord. Votre micro est coupé. Vous m'entendez? Oui. Non, c'est pour madame. Oui. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. C'était juste par rapport déjà à toutes les études qui ont pu être faites sur les études de pôle. Est-ce que finalement, vous voyez ressortir des enjeux qui pourraient être un peu différents suivant qu'on est dans des gares qui sont plutôt dans le centre de Paris par rapport aux places et aux gares qui sont plutôt soit en périphérie, soit dans les espaces périurbains? Est-ce qu'on a des problématiques différentes qui ressortent suivant les types d'espaces? Oui, bien sûr, on a notamment le sujet de la place de la voiture qui est très différent qu'on soit en petite couronne ou en grande couronne, puisqu'en grande couronne, on a potentiellement les gens qui viennent au-delà de l'Île-de-France qui vont pouvoir venir se rabattre en gare en véhicule, alors que quand on est dans une ville dense, on a normalement tous les modes alternatifs à la voiture qui sont à disponibilité pour ne pas utiliser sa voiture, donc c'est déjà quelque chose d'important. Et puis quand on est déjà en ville dense ou quand on a une gare préexistante, des fois, on a des requalifications d'espaces publics qui se font pas à la marge, mais dont, disons, la forme est déjà existante. Donc, on est plus sur une répartition du partage des mobilités, sur des espaces en grande couronne ou dans des zones où aujourd'hui il n'y avait aucun quartier de gare, tout est à repenser. Et donc, la démarche est quand même très différente. C'est-à-dire que quand on commence une étude de pôle dans un contexte existant, c'est presque plus facile parce que on sait sur quoi se baser en termes d'existant. Quand on est dans des zones d'aménagement, où aujourd'hui on est dans des champs où on ne connaît pas vraiment la population qui va arriver, se transposer cette anticipation des besoins est beaucoup plus compliqué. Donc on a des manières de travailler un peu différentes. Je ne sais pas si je réponds à peu près à votre question. Oui. Après, effectivement, quand on rentre dans le détail, oui, il peut y avoir des choses qui varient énormément en termes de maillage, mais... D'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors peut-être que nous, on avait une dernière question en ce qui concerne notamment les appels à projets autour de la métropole du Grand Paris. Alors, on pensait par exemple aux appels à projets Inventons la métropole du Grand Paris, dont certains vont être dans le périmètre peut-être des gares ou autour des gares du Grand Paris Express. Et du coup, on se posait la question notamment par rapport à la superposition des acteurs, puisque du coup, les appels à projets ne sont pas forcément décidés par les collectivités. Et du coup, oui, on avait une question par rapport à ça, sur notamment comment, sur quels critères les appels à projets sont répartis entre les cabinets d'architectes, par exemple, et comment ils peuvent participer à ce genre d'appel à projet et comment ça impacte aussi
le projet de gare en lui-même. Je pensais par exemple à l'appel à projet autour de la gare de Bagneux, il me semble, où c'est un grand projet qui va concerner les aspects proches de la gare. Donc voilà, on avait une question par rapport à la superposition entre les appels à projets et puis les projets de gare en eux-mêmes. Donc je ne sais pas si vous avez Les appels à projets ne sont qu'en fait, comment dire, pour beaucoup d'appels à projets dans lesquels on est devenu partenaire parce qu'en fait, on a donné les terrains dont on avait le foncier pour lancer à disponibilité, pour lancer ces appels à projets. Alors, je parle un peu en marchant parce que c'est pas vraiment mon cœur de métier, mais j'essaie de me rappeler un petit peu de ce qu'ont dit mes collègues. Mais on a la Société Grand Paris a acquis du foncier. Donc, des fois, on a des projets immobiliers qui sont en surplomb des gares. Des fois, on a des projets immobiliers qui sont à côté des gares. Jusqu'à maintenant, on allait jusqu'à la consultation, mais on vendait nos terrains et des charges à construire à des promoteurs qu'on continue à suivre. Mais c'était plutôt les territoires qui suivaient ensuite les projets immobiliers avec les promoteurs. Pour Inventons la métropole, je pense que c'était un peu le même modèle, c'est-à-dire que déjà n'importe quelle agence peut concourir. Et David, tu m'épargnes si je dis des bêtises, mais je pense que c'est tout le but du jeu et ce qui était le cas aussi de Réinventer Paris, c'est très très ouvert. Donc n'importe quel architecte et autres peut répondre à ces appels à projets. Et puis ensuite, c'était surtout piloté par la métropole du Grand Paris. Et notre rôle là-dedans avait été avec la métropole, nous et je ne sais plus quel acteur, de choisir les projets. Donc il y avait des jurys d'architecture, on a choisi des projets d'architecture. Et puis ensuite, je pense que c'est plutôt la métropole et la collectivité qui suivent en direct les projets de construction. Voilà pour le jeu d'acteurs. Après, il n'y a pas d'inadéquation, disons, entre les projets qui ont été retenus. Et après, il va y avoir, il me semble, un Inventons la métropole 2. Où on va donner aussi, et peut-être que le montage sera un peu différent que le premier, où on sera beaucoup plus partie prenante. Mais voici jusqu'à maintenant comment les choses sont à peu près montées. Oui, en tout cas, ce que ça raconte aussi, c'est que autour des gares, c'est une somme de projets qui prend place selon plein de modes différents d'ailleurs. Donc, ce sont les projets dits connexes à proximité ou sur la gare. Ce sont des modalités un peu d'appel à projet comme Inventons la métropole ou autres. Et puis, ce sont des zones d'aménagement comme les ZAC, par exemple, ou parfois des opérations d'intérêt national, des OIN, où là, c'est plutôt l'État qui est directement... c'est dirigé par des départements, des services qui dépendent de l'État. Donc, une diversité de projets urbains qui entourent ces gares parce que, évidemment, c'est des catalyseurs et des zones dans lesquelles on va, de manière privilégiée, transformer la ville. Et donc, peut-être pour revenir sur la question de l'espace public, ça veut dire que l'espace public et le projet, et le concepteur, et les collectivités qui sont en charge du projet aussi, doivent se projeter dans un temps assez long, finalement, qui dépasse, c'est ce que je disais tout à l'heure, très largement la livraison de la gare, parce que vous allez faire un espace public, et puis 5 ans plus tard, vous allez avoir un projet immobilier qui va arriver, mais qui va forcément transformer, demander une adaptation du projet d'espace public. Et puis 10 ans plus tard, c'est la gare, c'est la ZAC par exemple qui va entrer en chantier, etc., etc. Et donc le projet d'espace public, c'est quelque chose d'assez complexe du point de vue temporel et spatial bien sûr, parce qu'il doit jongler, il doit visualiser, préfigurer, anticiper toutes les transformations qui vont avoir lieu dans ce quartier de gare dans plusieurs décennies. Alors, oui, merci pour les réponses à ces questions-là. Alors, on arrive à la fin du temps qu'il nous est consacré pour le web séminaire. Alors, je ne sais pas s'il y avait éventuellement une dernière question qu'on pourrait prendre en dernier lieu, peut-être. Non, pas de réaction. Non. Eh bien, en tout cas, on va en profiter pour déjà vous remercier beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré, sachant qu'en plus, voilà, c'est un temps assez conséquent que vous nous avez accordé pour
premièrement, faire ces présentations de vos activités et puis à la fois du rôle de la métropole du Grand Paris, enfin de la Société du Grand Paris, pardon, dans le rapport avec les espaces publics en rapport avec les gares du Grand Paris Express. Et puis pour nous présenter également le référentiel du guide d'aménagement par rapport aux espaces publics autour des quartiers de gare. Donc on vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré et pour les réponses que vous nous avez accordées à nos questions. Et puis on remercie également l'auditoire pour avoir écouté le web séminaire et pour les questions aussi qui ont été posées par les personnes qui ont été présentes également. Et puis voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter encore quelque chose par rapport aux remerciements. Et peut-être que les autres, les autres personnes de mon groupe veulent également vous adresser un mot de remerciement. On n'en demande pas tant. En tout cas, merci. Merci pour cette conversation très intéressante, en tout cas. Mais c'est toujours très intéressant pour nous aussi de faire ce travail pédagogique. Et merci parce que les questions étaient aussi très pertinentes et très intéressantes. Donc voilà. Et le timing est parfait puisqu'il est 16h03. Toujours très, très bien de respecter le timing initial.